Bonsoir Patricia. Ah non, moi c'est Émilie. Mais bonsoir Elise et Moon, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. Une semaine placée sous le signe de l'océan en principauté avec la Monaco Ocean Week. Nous avons d'ailleurs reçu certains des acteurs clés de cet événement, tels que le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Venden, le navigateur Boris Herman ou encore Adrien Vincent qui nous a parlé du potentiel des algues, celui que l'on surnomme l'homme phoque, Steve Stevenart, le rameur monégasque Quentin Antonielli ont également été nos invités, tout comme Elise Moon de passage à Monaco pour présenter son documentaire Mon Vieux. Bref, sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Nous avons vécu une première année de pandémie de Covid assez tragique d'un point de vue crise sanitaire, crise économique et sociale. Mais il était important, là encore, de ne pas opposer santé et environnement. Et donc il a été assez naturel pour nous de concevoir, il y a déjà quelques mois, le maintien de la Monaco Blue Initiative qui se déroule en ce moment et de la Semaine des Océans, la Monaco Ocean Week, fin mars. Rappelons que le prince de Monaco était un des précurseurs avec John Kerry à l'époque pour faire que les océans rentrent de plein droit sur la scène internationale et soient totalement inscrits à l'ordre du jour des grands rendez-vous internationaux au même titre que les questions climatiques. Les tensions malheureusement n'ont pas cessé sur les océans et ont même tendance à se renforcer. Nous pensons principalement au plastique. Les derniers chiffres donnent le tournis, donnent le vertige avec 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent dans nos mers et océans. Donc les pollutions, notamment plastique, mais aussi hydrocarbures. La surpêche. Se pose également le défi du tourisme, du transport maritime. On est quand même dans des proportions très très élevées puisque 90% du transport international se fait par voie maritime aujourd'hui. Le retour sur Terre se passe très bien, merci. C'est un grand plaisir aussi de revenir à Monaco. Et c'est comme toujours un super accueil ici à Monaco, au Yacht Club de Monaco. Là, aujourd'hui, on est focalisé vraiment sur la suite du projet pour reconstruire le futur, pour construire le futur pour les 5 ans à venir. On veut construire un bateau, on va reconfirmer des partenaires et créer toute la campagne autour de l'éducation et de la science qu'on avait commencé. On pense d'une manière, on n'est qu'au début avec tout ça, donc c'est super excitant en ce moment et ça rend plus facile. Je ne tombe pas dans un trou, mais je suis vraiment à fond pour la suite, ensemble avec l'équipe. On est dans une course contre la montre concernant le réchauffement climatique. Tous les jours, il faut se réveiller avec cette ambition de faire le maximum possible pour résoudre la crise climatique. Les algues, c'est un nouvel or vert. Je ne suis pas forcément à l'aise avec la notion d'or, parce que le ruée vers l'or a eu des connotations environnementales et sociales qu'on n'aimerait pas reproduire avec les océans et avec les algues. En revanche, les algues sont une ressource effectivement extrêmement prometteuse pour produire toutes sortes de nouvelles applications en nourriture, nourriture animale, cosmétique, engrais, biopackaging, et en le faisant de manière bénéfique pour l'environnement. On ne connaît vraiment pas encore assez bien tout le potentiel des algues, et on se rend compte chaque jour qu'on découvre des nouvelles molécules actives, des nouvelles applications. Donc la recherche marche à fond et on voit des nouvelles startups qui se lancent quasiment tous les mois pour essayer d'attaquer ces nouvelles applications d'algues. On sait que certaines zones du monde, la Caraïbe par exemple, sont envahies par les sargasses. Est-ce que ces algues pourraient être un jour exploitées ? Il y a de plus en plus de projets qui regardent à comment les utiliser, que ça soit pour faire du bioplastique, du biocarburant, de l'engrais, et finalement les valoriser et de faire de cette nuisance en tout cas quelque chose d'utile, sachant que quand même la priorité c'est de limiter tous ces polluants et ces nutriments qu'on met dans l'eau qui derrière vont générer toutes ces marées vertes. Alors, il s'agit, à travers ce protocole qui est signé, qui a été signé, de faciliter, améliorer et coordonner l'action de la justice monégasque et de la justice française en cas dans l'hypothèse de la survenance d'un acte terroriste ou de la menace d'actes terroristes. C'est une mutualisation, si l'on veut, notamment lorsqu'il y a une équipe commune d'enquête. Une équipe commune d'enquête, c'est une équipe qui regroupe à la fois les officiers de police judiciaire monégasques et des officiers de police judiciaire français. Et les actes qui sont réalisés dans ce cadre-là
sont versés dans les deux procédures de façon équivalente, la procédure française et la procédure monégasque. Voilà. Et puis c'est aussi la mutualisation des éléments aussi d'information dont on peut disposer en lien avec les faits qui se sont produits. C'est une avancée extrêmement importante parce qu'elle justement permet de travailler en direct et de façon très rapide avec le parquet national antiterroriste. Et puis, il faut quand même avoir présent à l'esprit que la menace terroriste, dont on parle peut-être moins aujourd'hui parce qu'on a cette crise sanitaire, mais la menace terroriste, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et on a pu quand même constater, à travers même certains dossiers déjà qui ont été jugés en France ou à travers des renseignements que l'on peut avoir, qu'aucun pays dans l'espace européen n'est à l'abri de cette menace et que la principauté de Monaco peut aussi être exposée. Dans nos activités, on a été impacté évidemment par la modification de notre clientèle. La plupart des travailleurs frontaliers ne sont plus venus et où on a eu un certain nombre d'établissements qui ont fermé, notamment les bars, hôtels, restaurants qui sont pour nous de gros consommateurs. Et donc tout ça s'est traduit par une baisse significative des volumes mis en distribution. Et on a eu au plus fort de la crise en avril-mai 2020 aux alentours de moins 20%, avec un cumulé sur l'année 2020 qui s'établit aux alentours de moins 7, moins 8%, ce qui est quand même assez énorme par rapport à une année habituelle. Sur les eaux brutes, je ne fais pas de suivi particulier du virus du Covid. Les taux de traitement et les traitements que l'on applique pour rendre l'eau brute eau potable sont destinés à éradiquer toutes sortes de pollutions pathogènes telles que les bactéries, les virus, les levures, les microbes en général. Et le virus du Covid est un virus parmi tant d'autres et est éradiqué par les traitements que l'on effectue au bioxyde de chlore notamment et aux doses que l'on applique. Donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ce virus en particulier, par rapport à d'autres virus qui existent et qui perdurent dans la nature sous forme hydrique. D'où vient l'eau que nous consommons en principauté? Elle provient de deux origines principales. Une production locale issue des ressources dont dispose Monaco. Et puis on a un autre groupe de sources plus vers l'est, vers la commune de Roquebrune, aux limites d'ailleurs de la commune de Roquebrune et Monaco, au niveau du Vallon Saint-Roman, et une source sur la commune de Roquebrune. Et puis, comme malheureusement tout ceci ne suffit pas, on a des approvisionnements en provenance de l'extérieur, en provenance à la fois de la partie française au niveau du canal de la Vésubie et de la plaine du Var, et puis de l'autre côté aussi, à titre de sécurité, et que l'on mobilise également, une ressource en provenance de la Roya. On a énormément procédé en travail à distance sur toutes les activités qui étaient possibles, mais malheureusement sur une grande partie de nos activités, qui sont des activités opérationnelles de terrain, il fallait maintenir des équipes pour assurer les missions essentielles de la principauté, à savoir la fourniture d'énergie, mais également en ce qui concerne la SMA, la collecte et le nettoiement de la principauté. Donc il a fallu gérer des petites équipes polyvalentes, capables de se substituer à une autre équipe pour toujours être en capacité de fournir, de répondre aux missions essentielles de la principauté de Monaco au travers de la SMEG et de la SMA d'ailleurs. La consommation énergétique est un bon indicateur de l'économie du pays et il se trouve que sur cet exercice 2020, on a pu constater sur l'ensemble de l'année 2020 moins 9% de consommation énergétique. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est vraiment énorme. Hein. Ça, on désensibilise les effets climatiques pour être bien sûr d'isoler l'impact de la crise et c'est 9% avec des pics lors du premier confinement de l'année dernière, qui était à moins 25% de consommation. Alors ça, c'était 2020. 2021, on a un tendanciel qui est légèrement à la baisse. On est aux environs de moins 3% de consommation d'énergie, ce qu'on estime être la baisse de consommation d'énergie qu'on constatera à l'issue de 2021. On accompagne Monaco Interexpo à Dubaï. Alors à deux titres. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, c'est effectivement la conception de la toiture photovoltaïque du pavillon qui devrait produire sur une période d'un an l'équivalent de ce que le pavillon consommera sur 6 mois. Voilà, donc c'est quand même un bel effort qui a été réalisé. Et en même temps, on sera présent aussi à l'intérieur du pavillon de Monaco. On utilisera des supports digitaux pour mettre en valeur en fait, la transition énergétique de Monaco. Et pour ce faire, on utilisera le jumeau numérique que la délégation et Frédéric Ginta et ses équipes ont bien voulu nous donner pour l'occasion. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une crise majeure. On a quasiment 10% du PIB en moins. Il est clair que des entreprises, pour l'instant, sont maintenues,
mais on le voit avec les décisions qui sont prises par les gros acteurs. Les licenciements ont été mis en œuvre pour adapter la taille de l'entreprise à la nouvelle économie dans les secteurs qui sont touchés. Il vaut mieux, et nous le voyons aussi par rapport aux salariés, les maintenir en CTTR pendant plus d'1 an, sans contact dans l'entreprise. Il vaut mieux peut-être faire le deuil d'un emploi et se faire recruter dans d'autres secteurs d'activité où là, il y a du travail, il y a de la demande. En fonction de ce qui se passe aujourd'hui, Monaco a toujours su s'adapter à l'environnement extérieur. Monaco est ouvert sur le monde. On le voit dans les statistiques qui viennent d'être publiées, il y a toujours d'énormes échanges avec le monde entier. C'est à nous de nous adapter, mais ne pas nous voiler la face. Oui, on protège nos salariés, oui, on protège les entreprises. Maintenant, il y a un moment donné, il faut s'arrêter et faire atterrir celles qui ne peuvent plus de toute manière survivre pour protéger par contre celles qui sont notre cœur d'activité. Le télétravail ne sauve pas des emplois. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas croire que le télétravail sauve des emplois. Le télétravail a permis de protéger les salariés en les faisant venir moins. La position de la fédération patronale est très claire. Il faut trouver un équilibre entre la présence physique dans l'entreprise qui est indispensable, même humainement, vis-à-vis de la relation à l'entreprise et à son sentiment d'utilité pour faire quelque chose. Nous estimons qu'il faut à peu près 50-50% de télétravail et 50% de présence dans l'entreprise. Et au-delà, c'est quelque chose qui était un outil supplémentaire pour que les entreprises continuent à pouvoir travailler en protégeant la santé de leurs salariés, tout en trouvant, en répondant aux besoins de nos clients d'une manière nouvelle grâce aux technologies de l'information qui ont permis de télétravailler assez rapidement. Comme je le dis dans le film, en fait, c'est comme si j'avais perdu mon papa 2 fois. Une première fois parce que sa mémoire s'est évanouie, elle est partie dans les oubliettes. Et la deuxième fois, évidemment, parce qu'il est mort réellement. Mais c'est vrai que c'est très difficile quand... En fait, c'est lui qui possède les clés de notre enfance, de notre vie, de notre adolescence, tous nos petits secrets et tous ses secrets à lui. Donc c'est un peu difficile de perdre ça aussi. Mais mon père, c'était un Alzheimer gentil, on va dire. C'est-à-dire qu'il nous a toujours reconnus avec ma sœur. Mais... il avait la mémoire de l'instant, il l'oubliait très vite. L'important, je dis ça pour les gens qui côtoient de la famille qui ont Alzheimer, il faut être là pour vivre l'instant présent, leur dire qu'on les aime, les caresser, les embrasser, juste pour vivre le présent, même s'ils l'oublient un quart d'heure après. Mais la maladie et ce quotidien que l'on suit, cela ne vous a pas empêché d'y mettre beaucoup de sourires. Votre papa, Paul, ne manquait pas lui aussi d'humour. Oui, il était drôle. Honnêtement, ceux qui ont peur de regarder ce film parce qu'ils ont peur de pleurer du début jusqu'à la fin, peut-être qu'ils vont verser une larme, mais ils vont beaucoup rire. Parce que mon père était vraiment un clown. Il était drôle. Il y a des scènes où il drague des nanas, des vieilles dames à l'EHPAD, où il me fait croire qu'il est sorti avec une petite de 30 ans, où il fait croire à la directrice de l'EHPAD qu'en fait, lui, il va bien et qu'il fait beaucoup de sport, de l'athlétisme, de la piscine, du vélo. Donc oui, sa mauvaise foi est à mourir de rire. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce défi que l'on surnomme l'Everest de la natation ? C'est surtout un rêve d'enfant que j'ai réalisé à plusieurs reprises et notamment cette année avec la double traversée de la Manche qui a duré 34h45. Donc voilà, c'est à la suite d'une déception amoureuse. Il fallait que je rebondisse, je trouve quelque chose à me raccrocher pour repartir de l'avant. Et donc grâce à cette traversée de la Manche, je me suis relevé et j'attaque plein de nouveaux défis maintenant aux 4 coins de la planète et c'est super, la nage en eau libre, c'est extraordinaire. Il faut savoir, pour la traversée de la Manche, on n'a pas le droit aux combinaisons. Donc le règlement, c'est bonnet de bain, lunettes et maillot de bain. Donc j'ai pris du poids aussi volontairement pour me faire une combinaison naturelle, si je puis dire. Comme les phoques, je me suis inspiré aussi des loups de mer. C'est ce qui vaut votre surnom, justement. Exactement. Les Anglais m'ont donné le surnom du phoque parce que j'ai un régime alimentaire basé sur le poisson gras. Et donc je consomme 1 kg de poisson gras par jour. Et donc j'ai pris énormément de poids, mais en fait ce poids me sert en tant qu'isolant et carburant à la fois pour faire la traversée de la Manche. La pression commence à monter, la liste des engagés est sortie hier, donc j'ai vu tous les concurrents qui étaient engagés contre moi. Et donc oui, ça commence à faire monter la pression, les choses deviennent réelles et j'ai hâte d'y aller.
Et je me sens plutôt en forme en ce moment. Donc après les tests nationaux de la semaine, il y a 2 semaines, la forme commence à monter aussi. Il y a une chance quand même de pouvoir décrocher son billet pour Tokyo. Quelles sont les conditions justement pour obtenir ce précieux sésame? Alors les conditions du coup c'est de finir dans les 3 meilleurs européens. Donc c'est des conditions assez dures. C'est peut-être jouable. J'ai déjà battu pas la plupart, mais une bonne moitié des gens qui sont engagés sur la compétition. Et on est à peu près du même niveau. Je les ai battus, ils m'ont battu. Le meilleur sur la journée va l'emporter, quoi. Je me suis rarement senti aussi en forme. J'ai l'impression que techniquement, j'ai passé un cap. Donc ça fait plaisir. Le report fait pas forcément du bien, mais je dirais que oui, ça m'a permis de travailler un petit peu. Et nous suivrons bien évidemment de près les résultats de Quentin Antonelli lors de la régate européenne de Varèse, une épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avant de nous quitter, petit détour par Internet pour découvrir les vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Monaco Info.